Bonjour, bienvenue au podcast à plein temps. Aujourd'hui, on reçoit David Girard. Et Jenny Ouellette de la compagnie Bon Boss. Une entreprise avec qui on a déjà fait affaire pour la culture d'entreprise. Oui. Aujourd'hui, il y a un sujet, Luce, qu'on touche par rapport à la protection de la propriété intellectuelle. Oui. Je trouve ça très important. C'est quelque chose que je connaissais moins. Toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans le podcast? Un match des deux. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés via application. Mais quel team, vraiment. Oui, hein? C'est Une belle équipe. Oui, vraiment une belle équipe. On avait pratiquement un miroir devant nous. Oui, quasiment. Hein? Ouais. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot. Un milieu de vie dynamique, sécuritaire et adapté à vos besoins. Les Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. Vous vous êtes rencontrés comment? Je commencerai comme ça, voir. Est-ce que vous êtes rencontrés dans l'entreprise ou vous êtes rencontrés ou vous avez parti l'entreprise ensemble? Il y a comme deux questions. En fait, j'ai lancé Bon Boss en 2016. J'ai eu cette idée-là en écoutant la radio. Parce que je me suis dit, il faut qu'on arrête de parler des employeurs négatifs, qu'on parle vraiment des employeurs positifs. Et là, j'avais écrit un plan d'affaires que j'avais laissé comme sur la table de chevet pendant un an. Et en 2017, je l'ai lancé avec 2 autres associés qui sont partis. Et on s'est rencontrés, nous, en 2016. Donc, j'en parlais comme mon projet. Et David, ben lui, était en redéfinition, je dirais, professionnelle. Et c'est ça. Donc, l'entreprise existait, c'était juste embryonnaire, c'était juste une idée. Et on s'est rencontrés, dans le fond, sur les applications, là, sur les réseaux. Là. On m'avait convaincu d'aller là-dedans. Je me suis dit non, j'irai pas. Je voulais rien savoir. Puis finalement, je me dis pourquoi pas. Okay. Et on s'est rencontrés comme ça. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses. Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment ça l'histoire. Ça a été un coup du hasard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, moi, j'habitais sur la rive sud de Montréal. Okay. Puis Jenny habitait sur la rive nord de Montréal. Elle habitait dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Eustache, un peu, bon, cette zone-là. Puis moi, j'habitais à côté de Belleuil, Otterburn Park, dans le fond. Il y a une petite ville qui est là. Oui. Moi, j'habitais là. Et puis, je travaillais à Montréal. L'autre métier que je faisais avant, c'est que j'étais technologiste médical. Donc, j'étais un technicien de laboratoire médical. Je travaillais pour un grand hôpital à Montréal et moi, j'étais dans la spécialité de biochimie médicale. J'ai fait ça pendant 10 ans, presque. Là. Et puis, sur l'application de rencontre, on s'est rencontrés, on a commencé à jaser. Puis, là, il fallait faire la distance parce que c'est pas à côté. Là. Donc, quand je finissais de travailler à Montréal, souvent, là, j'allais chez elle. Fait que c'était comme le moitié chemin où des fois, Jenny elle avait une autre entreprise à l'époque. Là, donc, elle avait aussi des clients sur la rive sud. Donc, on pouvait se voir de cette manière-là. Donc, on a la première année et demie, là, on a fait le voyagement comme ça jusqu'à temps qu'on se décide d'habiter ensemble. Puis, voilà, on habite au même endroit depuis ce temps-là, depuis toutes ces années. Mais par contre, je ne veux pas dire que je me suis fait avoir, mais moi, j'avais marqué la limite dans l'application je pense que c'était 60 km parce que je ne voulais rien savoir de la distance. Et finalement, c'était à 86 km. Il a bypassé le système. Oui, il a bypassé le système. Moi, j'avais dit jusqu'à 100 km. Bypassé ou c'est le système qui a fait une erreur? J'ai aucune idée, mais finalement, c'était correct. Là. C'est mon rayon de recherche. Qui était moi qui était plus grand. C'est ça. Je suis allé la chercher comme ça. C'est ça. De fil en aiguille, j'allais pour revenir dans le fond à la base, c'est qu'on s'est rencontrés et après ça, c'était comme embryonnaire. Et là, j'avais 2 associés et j'avais eu un accident de voiture quand j'ai lancé Bon Boss. Puis je suis tombée invalide pendant, je pense, comme 1 an, du moins 10 mois. Et Bon Boss avait vraiment quand même un envol. On avait de la demande. J'allais voir les journalistes. Il y avait, je pense, Ma TV à l'époque aussi qui m'interviewait. Et j'étais invalide de par un choc post-traumatique et une commotion. Donc, ça a fait en sorte que c'était comme paradoxal parce que je pouvais pas travailler parce que quand tu as une commotion, tu peux pas avoir d'écran. C'est un temps minimal d'exposition, je dirais. Et c'était en demande. Donc, David s'est dit, je vais l'aider dans son projet. Et donc, c'est ça. Donc, de fil en aiguille. Exactement. Donc, je dirais par solidarité. Mais moi, dès le départ, je me souviens, j'avais dit à mes amis, moi, j'aimerais vraiment ça, rencontrer un entrepreneur, sortir avec un entrepreneur parce que j'avais jamais été avec des entrepreneurs. Puis c'était tout le temps
difficile à concilier, je trouve, quand tu es avec une personne qui est salariée. Puis c'est pas négatif, mais c'est juste que j'avais envie de m'offrir ça d'une certaine façon. Et je me souviens, une de mes amies m'avait dit, Jenny, c'est drôle parce que tu voulais être avec un entrepreneur, puis tu n'es pas avec un entrepreneur. Puis j'avais dit à David au tout début, tu es un entrepreneur, mais tu sais juste pas. Ah, OK. Oui. C'est ça, j'avais dit aussi à mon ami à l'époque. Donc, ça a comme été un événement, si je reviens à l'accident, un événement négatif, mais qui a permis d'ouvrir transformé ça. en positif. Exactement. Donc, ça a été son choix. Et il a fait en sorte d'avoir tout le temps des meilleures idées, je dirais, entrepreneuriales. Puis moi, j'avais ma vision, mon idée. Mais finalement, je sais pas, ton sens entrepreneurial était là et ça a fait en sorte qu'il s'est joint à l'aventure. Je pense que c'était pendant la pandémie, donc c'était quoi? C'était proche, juste avant la pandémie. En fait, c'était un peu avant parce que moi, de mon ancien travail, j'ai donné ma démission le 21 février 2020. OK. Et là, Finalement, ça a commencé en 2020. Vraiment que David a intégré, pas tout de suite, mais... Oui, en 2020, mais comme j'ai lancé, par exemple, c'était une idée en 2018, je l'ai incorporée en 2017, mais comme j'avais une autre entreprise, c'était juste un petit projet. Je fais comme... OK. Oui, c'était un projet secondaire. Et là, quand j'ai eu vraiment mon accident en 2018, j'ai été invalide pendant quasiment 1 an. Fait qu'en 2019, Bombas a vraiment eu une vraie, comme un vrai chiffre d'affaires, si je pourrais dire. Là, ça a vraiment plus fonctionné. Donc, c'est ça. C'est là qu'on a eu des employés. Puis David s'est joint. Tu t'es joint au groupe. Tu as donné ta démission en 2019. Puis là, tu t'es joint. Oui, dans le fond, en 2020, en fait, 3 semaines avant la déclaration là, de la COVID officielle, puis que, tout fermait. Puis, c'est parce qu'avant ça, j'étais à cheval là, entre la carrière que j'avais, qui était mon principal gagne-pain, puis j'aidais Jenny avec le temps que j'avais, des fois le soir ou sur mon heure de dîner, les fins de semaine. Donc, ça a été comme ça entre le moment de son accident, mois de mai 2018, jusqu'à ce que je donne ma démission. Après ça, j'ai pris un peu de temps pour moi. Puis, officiellement, à la fin de l'année 2020, là, j'ai fait le grand saut officiel, 100% avec elle dans Bombas. Puis, depuis, là, on roule ça. On a eu 8 ans. L'entreprise a eu 8 ans. Si on calcule le moment de son incorporation qui a été fait avec Jenny, il y a eu 8 ans au mois de mars. Fait que quand même, le temps passe vite. C'est bien, ouais. C'est bien parti. En tout cas, je peux vous dire, j'ai plein de questions qui se sont... juste parce que je venais de dire, là, j'ai quelques questions que je vais garder en tête. J'espère de ne pas les oublier. J'aimerais ça, vous puissiez vous présenter pour que le public puisse vous connaître. Je commencerai peut-être par Jenny, puis après ça, on peut présenter David. Oui, donc Jenny, cofondatrice de Bombas. Donc, j'ai aussi le plaisir d'écrire pour le Journal Les Affaires comme experte invitée. Depuis, je pense, 4 ans. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à c'est quoi un bon boss, pourquoi les employés nomment leur gestionnaire comme étant un bon boss. Et ce que je fais au quotidien, c'est que je fais de l'accompagnement pour les organisations. Je donne des conférences, des formations pour les gestionnaires pour vraiment inculquer une philosophie de gestion qui allie à la fois l'humain puis les affaires pour qu'on soit vraiment, que ce soit les deux côtés d'une même pièce. Donc, ce que moi, j'appelle de la saine performance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être un bon boss, mais en ayant une organisation, un département performant? Fait que c'est ce que je fais au quotidien depuis quelques années. Non, c'est bon, ça. David, toi? Puis moi, je suis l'autre cofondateur de Bombas, vice-président, Jenny étant la présidente. Puis mon rôle dans Bombas est davantage administratif, financier, développement des affaires. Donc, je vais aller assister à des événements, je vais rencontrer des gens, je vais accueillir les demandes clients, par exemple, au début, avant que Jenny, lorsque il y a un mandat, un accompagnement qui est officialisé, Jenny va embarquer dans le projet, puis là, va livrer son expertise. Donc, moi, j'assure un peu la logistique autour de ça. Donc, l'administration, les opérations de l'entreprise, tout ce qui est en arrière-scène, si on veut, par rapport à ça. Donc, c'est le gros de mon travail, là. Il est arrivé un accident en 2018, 2017. Est-ce que ça t'a permis de clarifier ton entreprise? Parce qu'il y a eu comme une pause. Tu avais incorporé en 2017. Est-ce que le fait d'avoir été en pause, ça t'a permis de recentrer le projet, de pouvoir y penser ou... Non, du tout. Ça ne m'a pas permis ça du tout. J'ai lancé 2 entreprises et le point commun des 2 entreprises, c'est que tout ce que j'avais imaginé au départ, ça ne s'est jamais passé. Donc, c'est vraiment... C'était non.
du tout. Parce que de toute façon, j'étais tellement... Quand tu as un choc post-traumatique puis une 5e commotion dans mon cas, c'est que tu es tellement juste centré sur toi que penser à développer des nouveaux produits, j'étais pas là. Et je voulais pas faire une certification. Moi, je voulais que sur mon site web, les gens puissent découvrir les bons boss. Puis tout le monde me disait, Jenny, dans le fond, tu vas faire une certification. J'étais comme, je veux rien savoir d'une certification. Ça me tentait pas. C'était trop rigoureux pour moi. J'étais pas... non, c'était pas ça ma vision. C'était d'aider les gens à se trouver un bon boss et d'aider la nouvelle génération à avoir des modèles positifs de bons gestionnaires. Et c'est David qui a eu l'idée. Dans le fond, on va faire une certification. C'est ça que les gens veulent parce que les gens ne voulaient pas avoir mes services dans lesquels je les accompagnais, notamment soit pour de la marque employeur ou pour aller sur mon site web. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'afficher sur le site web, mais c'était ma portion gratuite. Donc, mon modèle d'affaires ne fonctionnait pas. Ça a fait en sorte que j'avais pas d'autres idées. Moi, je voulais aussi avoir une application, un site de recherche d'emploi axé sur les bons gestionnaires. Donc, j'ai pas été capable d'aller chercher les capitaux. Là. C'était plusieurs millions de dollars. Donc, ça marchait pas. Et c'est David que là, lui, est arrivé avec son esprit un peu plus stratégique. Quand je dis le sens des affaires, il a pensé à la certification. Là, on a modifié un peu le service. Et c'est quand la pandémie est arrivée que là, on a vraiment eu comme une hausse de la demande. Fait qu'on a tout le temps été, je veux pas dire un peu plus réactif envers les demandes clients, mais ça a été le cas. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir une pause, d'avoir un pas de recul. Ça, je l'ai fait quand j'ai eu ma maternité, là, donc mon congé de maternité, mais sinon, non, ça a été plus réactif, puis on étudie le marché, puis on découvre c'est quoi un bon boss. Donc, pendant ce temps-là, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est quoi leurs points communs et qu'est-ce qui les relie. Donc, ça a été plus ça. Mais plus pas. Mais l'aspect vente, modèle d'affaires, ça a été David. C'est quand même, tu sais, c'est une drôle de situation parce que d'un côté, tu as au niveau personnel, parce que de mon point de vue, tu as ta conjointe qui a eu un accident, qui a besoin de se reposer, qui doit prendre du temps pour elle. Là. C'est mordicus, là. C'est non négociable. Sinon, ben, tu restes avec des séquelles et tu veux pas ça. Donc, il y a ça. Et l'autre côté, tu dis, ben, elle a eu une idée d'entreprise qui, là, ça fonctionne. Là. On ne peut pas laisser ça tomber non plus. Donc, il y a moi, je ne l'ai pas vu comme un choix ou elle ou l'entreprise. Moi, j'ai choisi les deux en même temps. Par amour, d'abord et avant tout, je vais l'aider, mais ensuite, parce que je crois à son projet, puis je trouve ça franchement intelligent, ben on va tout faire ce qu'il faut. Fait on a compensé, on s'est ajusté pour la première période là, après son accident, parce qu'il y avait une demande, il y avait un roulement, il y avait un rythme, puis c'est quelque chose qu'il faut sentir. Il faut accrocher ça quand on est entrepreneur, et dire, hey, il y a de quoi faire avec ça. Tu peux décider de laisser tomber, mais tu sais pas si ça va revenir, puis tu peux t'ajuster, tu sais pas, tu sais. Fait que dans notre cas, à nous, moi j'ai fait le choix très conscient de tout faire en mon possible pour que ça marche. Fait qu'il essaie le maximum de temps pour qu'elle puisse récupérer. Puis moi, ben, j'arrivais là-dedans dans un nouveau carré de sable. Je sais pas c'est quoi les jouets qui sont là. Je sais pas comment construire un château, mais je vais me débrouiller, je vais faire de mon mieux. Puis ça a donné ça. Puis le fait de partir d'un milieu public, de commencer comme travailleur autonome, l'aspect financier dans la décision, parce que dans le réseau de la santé, tu avais un salaire aux 2 semaines qui était régi, des échelles salariales. À tous les 2 semaines, tu avais un montant d'argent qui se ressemblait à part quand tu allais avoir une augmentation. Là, le transfert, comment ça s'est fait pour toi? Est-ce qu'il y avait eu un stress au départ? Est-ce qu'il y a eu une préparation à faire avant? Parce que j'ai jamais travaillé comme travailleur autonome. C'est tout le temps quelque chose qui m'a interpellé de voir des gens que le salaire ou le revenu de la personne dépend des autres. Comment tu as vécu ça? En toute honnêteté, au début, c'est stressant. C'est stressant. Parce que tu es habitué, comme tu le mentionnais, d'avoir un salaire. Tu sais, tu n'as jamais en tête le stress de dire, je vais-tu être capable de me payer? Est-ce que je vais être capable d'avoir la semaine prochaine ma paye pour payer mes affaires, puis aller faire l'épicerie, payer l'appart, etc. Tu sais, tu penses jamais à ça, forcément. Tu as d'autres soucis sur ta qualité de travail, sur un paquet de choses, mais jamais là-dessus. Et là, tu te rends compte que quand tu fais le saut, là, tu es on your own. C'est vraiment à 100%, tout dépend de toi. Ben, de nous, mais je veux dire, de tes actions. Si un matin, tu te lèves pas,
puis tu travailles pas, mais il se passe rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir le faire à ta place. Tout est dans ta tête. Puis c'est ça aussi, le truc, c'est de sortir de l'esprit puis de le mettre dans le concret aussi. Toutes les idées, on fait ça comment? Tu sais, faire une certification. OK, cool. L'idée est intéressante, mais maintenant, on fait ça comment? Tu sais? Et là, c'est là qu'embarque, là, ouf, c'est un certain stress, le stress de création, le stress de revenus financiers, le stress de... Fait que c'est pour ça... Tu sais, je disais aussi tantôt, faut saisir le moment. Là, il y avait un rythme avec mon boss où est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ça l'a aidé, ça. Ça l'a aidé parce que veux pas, quand tu es entrepreneur, il faut que tu fasses des choix. Tu peux pas tout faire en même temps. Il y a des sacrifices qui viennent avec. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est jamais aussi pire que tu vas te l'imaginer. Puis c'est jamais aussi bon que tu vas te l'imaginer non plus. C'est beau, ça. Fait qu'un juste milieu, puis au fil du temps, tout entrepreneur vit des hauts et des bas, puis on a continué à en vivre après au courant des années qui ont suivi. Mais tu finis tout le temps par t'en sortir. En tout cas, nous, on a été vraiment très chanceux par la vie, puis aussi parce qu'on a bûché fort pour arriver où est-ce qu'on est là. Mais il y a tout le temps eu quelque chose qui a fait en sorte qu'on a pu continuer à avancer, puis même à escalader l'escalier. Parce que tu peux avancer, mais le chemin est toujours droit, puis tu vas toujours être au même niveau. Mais si tu avances, puis tu as un escalier, puis tu montes, puis là, tu vas atteindre ton sommet à un moment donné. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un autre univers, il y a d'autres choses. Là, tu continues. Fait que le stress à m'amener et l'incertitude, tu finis par vivre avec. Parce que tu deviens rodé sur le fait que c'est ça ta réalité. C'est ça que tu sais pas qu'il va arriver telle affaire. Tu sais pas que... Fait que tu deviens discipliné, puis tu deviens travaillant pour faire arriver ce que tu souhaites, tes projets. Puis ça veut pas dire que ça va être facile, mais tu finis par y arriver, puis tu finis par t'entourer des gens qui sont capables de t'aider aussi. Là. Ben, t'as perdu un peu de cheveux là, au début. Non, ça, c'est sûr. Oui, hein? C'est sûr. T'as perdu un peu de cheveux, effectivement, parce que ça n'a pas été facile. Puis on a fait des erreurs financières. Là. Oui. Des fois, c'était un 50 000 qu'on a perdu. Puis au début, moi, l'année où j'étais plus en pause, je voulais pas que David devienne mon ombre comme entrepreneur. Je voulais que ça soit son choix. Fait que ça a été le cas. Et je l'ai laissé un peu se noyer, mais juste assez pour dire... Je sais pas nager aussi. Ouais. Mais je voulais juste qu'il vive comme un peu la douleur pour savoir comme est-ce qu'il est prêt à la supporter, cette pression-là, puis se trouver des moyens pour sortir. Donc, je le laissais comme aller. Mais au début, c'était difficile parce qu'il disait, Jenny, t'es donc bien bête, donc bien sec, notamment avec les avocats. Parce que lui, quand on parlait à nos avocats, il leur demandait qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine et tout. Puis là, moi, je voulais pas le savoir parce que juste me parler de sa fin de semaine, ça venait quoi de me coûter 75$? Puis à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'en plus, je venais d'avoir comme un an d'invalidité. Puis là, je disais, non, l'avocat, tu vas juste comme poser la question, puis après ça, tu poseras d'autres... On va comme pas élaborer nécessairement. Ouais. Et là, c'est quand il y avait eu la facture, qu'il avait vu juste la conversation. Je pense que ça montait comme à 1 000$ l'appel. Fait que là, je dis, tu vois la différence? Fait que ça a été un ajustement. Puis là, maintenant, c'est lui qui parle avec les avocats, mais il est super efficace dans ses demandes. Là, mais c'était... En plus, je pense qu'il y avait comme 2 avocats sur l'appel. En tout cas. Fait que tu vois un peu quand tu pars à partir de rien, puis que tu as un départ un peu chaotique comme on a eu, ben il fallait vraiment qu'on soit rigoureux sur l'aspect financier pour tomber après ça à 2 employés, 3 employés. Dans le contexte de la pandémie aussi, où c'était une hausse, puis après ça, c'était vraiment tranquille. Donc, ça a tout le temps été comme ça jusqu'à, je dirais, en 2023, là, mais on a eu le temps d'avoir notre présence d'entrepreneur, là, de faire nos classes. Ouais. Parce que tantôt, tu as parlé d'applications mobiles. Oui. On l'a déjà regardé. On l'a encore en tête, mais c'est un puits sans fond. Oui, effectivement. Que tu veux penser, parce que quand tu dis des décisions financières, une application mobile, c'est qu'il y a tout le temps... l'application crée un besoin. Les clients demandent des ajustements parce qu'ils disent si vous pourriez avoir ça de plus. Puis là, tu rajoutes, mais c'est des coûts. Oui. Quand tu dis que tu pars une entreprise, puis tu dois décider. Puis c'est quelque chose qui. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez déjà pensé? Ça faut faire attention parce que je ne veux pas donner des idées aux autres non plus.
Mais est-ce qu'il y a des choses qui nous ont bloqués, dire on a une excellente idée, mais financièrement, on ne peut pas se le permettre présentement? Sans tous les nommer, parce que je veux que vous quand même gardiez vos idées. Là. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Sincèrement, je pense qu'on aurait comme 6 entreprises à avoir le levier financier. On avait un mentor aussi. C'était celui, M. Denis Loisel, qui a plusieurs printemps. Et lui, ce qu'il avait dit, ça m'avait quand même... J'étais contente, mais ça m'avait comme un peu touché aussi négativement. Il m'avait dit, Jenny, la seule différence entre toi et monsieur, je pense, Bouchard. Alain Bouchard. Alain Bouchard de Couche-Tard. Il dit, tu me fais vraiment penser à lui, mais la seule différence, c'est que tu n'as pas les leviers financiers que lui a. Puis à l'époque, c'était le premier qui avait cru en lui, puis qui avait décidé d'être son banquier et tout. Puis j'étais contente parce que c'est un entrepreneur prolifique, mais c'est une bonne comme... référence. Exactement. Mais de ne pas avoir les moyens financiers... C'est ça c'est encore la réalité 8 ans plus tard parce que j'en aurais plein d'entreprises. Mais c'est de savoir jouer ses cartes au bon moment pour avoir justement, c'est ça, un bon investissement. Fait que des fois, on a oui, mais pas tout de suite. Fait qu'on a des projets pour quasiment dans les 2 prochaines années, mais il faut les faire de façon intelligente puis pas tout faire en même temps. Parce que quelqu'un nous avait dit, je pense que c'était Yves Delnat, un de nos bons boss certifiés à l'époque, nous avait dit, Jenny, les entreprises, ce qu'ils veulent faire, c'est parfois grossir au lieu de grandir. C'est ce qu'on avait fait. On avait essayé de démarrer plein de projets, mais il n'y avait rien qui levait vraiment pour scaler. Fait que c'est ça qu'on a appris, là, puis là, on est plus sage, mais fait que oui, on a plein de projets. Dans d'autres milieux, pas juste le management puis la culture, complètement d'autres choses. Oui. Mais chaque chose en son temps. Fait que, on est patient. Combien d'employés présentement, Bourbos? 0. On est revenu à 2. 2. Puis c'est pur concours de circonstances. Non. On avait des employés avant, puis au fil du temps, on reste une petite entreprise, donc il y en a qui se font approcher par de plus grandes firmes qui sont capables d'offrir plus que nous. Fait que forcément, c'est sûr que pour l'employé, c'est intéressant, mais ils sont un peu tiraillés. Ils nous disent, j'ai été approché. Mais c'est correct. Nous, on a toujours été heureux pour eux. Vas-y. Si j'étais à ta place, je ferais la même chose. C'est correct. Nous, on a été là pour une période de ta vie. On ne te possède pas, là. Tu n'es pas un actif de notre entreprise. Extrêmement d'accord. Tu es un être humain qui va évoluer, puis qui va évoluer en tant que personne, mais aussi professionnellement. Puis à un moment donné, tes envies vont t'amener ailleurs. Puis si nous, ça ne correspond plus à toi, c'est correct. On n'en tient pas rigueur. C'est ça, la vie, d'avancer. Fait qu'on on les a toujours poussés à s'améliorer. Puis quand ce moment-là arrivait, on était toujours très contents pour eux. Puis on leur a dit, go, vas-y. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Ça ressemble à quoi la discussion entre vous deux, quand vous avez décidé de dire OK, on va être nous deux dans l'entreprise, on le vit présentement, parce qu'à un moment donné, oui, tu grossis puis tu grandis comme entreprise, comme tu as dit tantôt, Jenny. Il y a des gens qui t'ont permis de t'amener là, qui ils ont l'entreprise tatouée sur le cœur. À un moment donné, c'est que tu te dis, puis là, il y en a qui, comme tu dis, qui ont des projets ailleurs, puis c'est vrai qu'on ne les attache pas. Moi, ce que je veux, souvent en entrevue, je dis à des employés, c'est quoi ton rêve, mettons? Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Bon, c'est des questions comme ça. Mon but, c'est de l'amener là. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, Sébastien, moi, je veux m'occuper des loisirs, mais mon but, c'est d'être directrice de loisirs dans une ville. Mais je vais te permettre d'aller là. Ouais. Puis quand tu seras rendu là, puis tu auras eu la visibilité, puis tu auras le bagage pour aller là, je vais être content de te serrer la main et de te dire, continue ton chemin, tu sais. Ouais. C'est vraiment une approche bienveillante, là. Ouais. Comment ça s'est passé, la discussion? Parce que est-ce qu'il y avait une divergence d'opinion ou est-ce que c'était un commun accord? Est-ce que ça a pris du temps dans le processus pour décider de dire, regarde, on reste nous deux, on est le cœur de l'entreprise et tout ça? Je trouve que c'est un bon point. Ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait l'été dernier. Okay. La dernière personne avec qui on était, justement, là, a eu une offre et a quitté pour ça. Et là, on s'est ramassés tous les deux. Puis là, ça a été drôle parce qu'on s'est regardé. J'ai dit à Jenny, hey, c'est comme à nos débuts, tu sais. On se retrouve, ça fait longtemps, là. Ça faisait une couple d'années qu'on avait des employés et tout. Fait qu'on s'est dit, je pense que la vie nous amène là au bon moment pour qu'on puisse se concentrer sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, la manière dont on a envie de le faire. Parce que
ce qui est intéressant quand tu as des employés, c'est que chacun amène son expertise aussi. Fait que tu dis, hey, toi, tu as ça, moi, je savais pas ça. On pourrait peut-être essayer de faire une ligne d'affaires là-dessus. Puis là, lorsque la personne s'en va, ben, elle quitte avec son expertise. Tu as un apprentissage de tout le temps où est-ce qu'elle était avec toi, mais c'est pas toi l'expert et tout. Fait que ça nous a forcé à faire des choix. Parce qu'on faisait pas qu'à d'affaires. Mais là, on s'en mange juste 2. Et la seule et unique personne à date qui peut livrer, c'est elle, c'est pas moi. Moi, je donne juste une formation avec elle. On la donne en duo, mais le restant d'expertise, c'est Jenny qui l'a fourni. Moi, je fais rouler en arrière. OK. Fait que t'as pas le choix de faire des choix sur qu'est-ce qu'on va véritablement faire, dans quoi t'es génial, dans quoi les clients vont trouver que t'es génial, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va rouler. Fait que, le basé là-dessus, on a été tout à fait d'accord dans les premiers instants puis d'accepter ça, qu'on était juste 2, puis de décider, puis de choisir, bien, regarde, on va faire ça de même, de cette manière-là, puis c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, on va dire non à certaines choses, puis c'est bien pour nous, individuellement, c'est bien pour notre équipe qu'on compose, puis c'est bien pour notre entreprise, parce que ça va juste peut-être faciliter les choses après. Ça a pris 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, il s'est levé, il dit bon, moi je pense que cet été, on va prendre ça relax. Puis exactement comme il a dit, j'étais comme oui. Pensons-y. Okay. Quand on est, puis ensuite, on a eu la personne a quitté, je pense, le 18 mai, et on partait dans le sud 2 semaines après. Là, partir dans le sud quand tu as une équipe pas à gérer, mais à superviser ou à aider, c'est pas pareil que pas de l'avoir. Fait que là, on s'est dit, on va juste commencer avec ça et on va voir. Puis aussi, on avait commencé dès le début de l'année à faire un changement dans notre organisation en se disant on n'est plus une entreprise RH, on se concentre qu'en management. On avait embauché des gens qui étaient très RH, développement organisationnel. Donc, l'entreprise est déjà en train de faire un virage. Puis là, ça a juste permis d'aller plus vite et plus focusé, d'être plus précis. Et on a fini notre année financière, puis on est en croissance. Puis on est juste 2 au lieu. Donc, c'est notre meilleur chiffre d'affaires. Puis avant, on était 6, puis on n'avait pas réussi à coter ce chiffre d'affaires-là. Et on s'est intéressé vraiment à la productivité et l'efficacité. Donc, à 2, on a généré plus que dans les années précédentes. Donc, c'est pas, on a comme réussi à voir que parfois, on pense que c'est quoi la taille d'employé et tout, mais des fois, c'est ton chiffre d'affaires. Puis la taille d'employé, c'est pas synonyme de succès d'une certaine façon. Donc, on s'est vraiment focusé sur la productivité, puis on a des super clients. Là, on travaille avec des experts externes qui ont souvent des doctorats parce qu'on est dans des projets beaucoup plus grands, je dirais, notamment dans l'entrepreneuriat ou autre. Donc, on travaille avec des psychologues organisationnels, des conseillers seniors en management, que eux, je ne pourrais pas les embaucher. Des fois, c'est 275$ de l'heure. Donc, oui, même plus. Oui, exactement. Donc, on est comme... Fait qu'on s'est dit, on va juste y aller avec des un peu plus organiquement, puis on va voir. Et là, on se dirige un peu plus dans de la tech, un peu, là. Donc, un autre type de modèle d'affaires en ayant toujours notre accompagnement. Mais ça n'a jamais aussi bien été, en fait, même si on est 2. C'est ce que je voulais dire. Je comprends. L'entreprise, présentement, est-ce que je me trompe si vous restez dans l'Anaudière, je crois? Oui. Oui. Je me trompe pas, c'est ça. Je me trompe non, pas. tu ne te trompes pas, excuse-moi, tu as raison. Oui, j'ai raison. Pour le déplacement, parce que c'est Jenny qui est sur le terrain, est-ce que vous couvrez l'entièreté du Québec dans votre service? Est-ce que tu dois partir quelques jours pour aller, je sais pas, Lac-Saint-Jean, Abitibi, bas du fleuve? Je les ai toutes faites. Tu les as toutes faites? Oui, bien Lac-Saint-Jean, c'est juste la Côte-Nord, tu n'es pas allé à date. Oui, mais peut-être, ça serait le fun. J'aimerais ça, mais Québec, effectivement, on couvre pas mal tout. Là. Avec le télétravail, c'est facile, mais pour les conférences, c'est sûr qu'il faut que je me déplace, mais c'est le fun parce que des fois, David vient avec moi, ou sinon, j'amène ma mère aussi, donc elle aime ça découvrir le Québec. Alors, c'est ça, c'est intéressant. Là. Donc, cet été, on s'en va à Rimouski et on a organisé nos vacances familiales en conséquence de ça. Donc, on va découvrir le tout. Là. Donc, c'est une super région. Là. Donc, oui. En conférence ou pour accompagner l'entreprise? C'est plus une formation dans laquelle j'accompagne parce que de plus en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que les organisations souhaitent avoir un service personnalisé. Oui. Donc, juste un expert vient donner une conférence, que c'est pas adapté à leur contenu, leur réalité. C'est comme si on vient consommer un contenu, mais le mettre en application dans le quotidien, c'est difficile. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je collabore avec eux comme j'ai 4 rencontres avec eux et la journée de formation avec les gestionnaires, elle est personnalisée. Donc, moi, j'ai mon contenu, mais je le bonifie en fonction de leur
leur culture, leur réalité. Donc, c'est comme si on co-crée ensemble la démarche. Donc, c'est un peu un mix, là, ces conférences très, très, très personnalisées, là, qui est changé en journée où on travaille sur un enjeu vraiment axé sur l'organisation. Puis c'est ce qui explique notamment une partie de notre succès qui fait qu'on est avec des organisations où on fait quasiment même plus de marketing, je dirais. C'est les clients qui parlent de nous grâce à cette approche-là, notamment. Là. Mais tu fais le bon lien. Je vais aller sur cette question-là. Est-ce que c'est plus du bouche à oreille pour que David puisse que tu puisses avoir des téléphones, que tu puisses entreprendre ton travail, ou il y a beaucoup d'envois de courriels à faire, d'infolettres, mais ce que tu me dis, c'est plus du bouche à oreille, c'est ça? Beaucoup. Oui. Beaucoup de bouche à oreille. Je pense qu'un de ton meilleur marketing dans la vie, c'est de t'assurer de livrer un travail excellent à tes clients. Forcément, par la suite, le niveau de confiance, lorsque eux vont en parler à d'autres organisations dans leur entourage, le niveau de confiance va être là. Ils vont dire, hey, bon boss, là, on a telle affaire, puis tu devrais les appeler. Puis nous, c'est ça qui est arrivé avec plusieurs clients dans des strates, des secteurs d'activité similaires. Ce qui fait en sorte que la demande arrive d'elle-même. Et on a peu de publications à faire au sens marketing, le core du marketing, acheter de la publicité, du Google Ads, ces choses-là, on en fait pas, on est très organique. Puis on a un compte sur LinkedIn de Bon Boss en soi, où est-ce qu'on va publier des annonces, des événements à venir, des choses comme ça. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est le compte de Jenny, qui est... il y a peut-être 4 fois le nombre d'abonnés que Bon Boss a. Fait que Jenny, elle est très, très vue, ce qui fait en sorte que lorsqu'elle publie quelque chose, forcément, le reach est beaucoup plus grand. Donc, ça aide aussi. Donc, on essaie de faire des dynamiques un peu entre ce qu'on fait, entre des différents canaux comme ça. Mais on n'a pas nécessairement, on est très chanceux, on n'a pas nécessairement besoin d'investir en marketing pour être vu, là, pour être connu aussi. Comment vous gérez un patron, un boss qui a un ego très, très développé quand vous arrivez dans une entreprise? Comment vous réussissez à lui faire comprendre que t'es dans le champ? T'es complètement dans le champ. Parfois, on peut pas, mais de par le nom d'entreprise, on dirait que c'est pas eux qui viennent nous voir, là. Donc, Bon Boss, on dirait que c'est ceux qui croient à ça, ou sinon, ça va être un allié, par exemple. Okay. Quelqu'un qui est peut-être pas ce patron-là, mais qui va dire, j'ai vraiment soit un gestionnaire ou un autre directeur, ou c'est le DG, va dire, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec ce gestionnaire-là. Okay. Il faut qu'il arrête de crier après mes employés dans certains secteurs, là, qui sont plus rough, je dirais. Des fois, c'est ça qu'on entend. Parfois, il y en a qui vont... C'est ça dépend toujours du contexte. Mais, ou des fois, qui veulent se donner bonne presse. Oui. C'est un cri à l'aide, peut-être, de vous dire, bon, mais on aimerait ça avoir une certification Bon Boss. Mais quand tu le rencontres, tu vois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Effectivement. Maintenant, la certification n'est pas juste sur le gestionnaire. Là, elle est rendue sur l'organisation. Oui. Mais... en formation, j'arrive quand même, de par notre parcours de formation, j'arrive quand même à faire des déclics chez les gestionnaires. Là, je me souviens qu'il y en avait un qui me disait, Jenny, ça n'a pas de sens, tu me fais travailler. Puis je leur dis pas qu'est-ce qu'ils doivent qu'est-ce qu'ils aiment entendre. Je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent entendre nécessairement pour créer un changement. Et je me souviens d'un gestionnaire qui était incivil, un employé qui écoutait rien, puis que c'était vraiment un employé, une personne difficile, mais il y avait tout un contexte qui peut peut-être justifier ça. Et là, je lui ai dit, tu peux pas agir comme tu agis en ce moment avec cet employé-là. Il m'avait dit, pourquoi, Jenny? Parce que tu fais exactement ce qu'il te fait, tu lui fais la même chose. OK, c'est un miroir. Exactement. Il était incivil, un employé incivil. J'étais comme, mais ça fait de quoi? Ça fait de toi quel gestionnaire? Mais tu es capable de le prendre, ça. J'avais établi une relation avec lui. Donc, il faut que j'aie une relation avec le gestionnaire et tout. Mais je dirais qu'il faut vraiment qu'il y ait une ouverture. Là. Moi, quand les gestionnaires viennent me voir, ils disent, Jenny, je sais que je suis pas un bon boss. Je le sais. OK. Ah, c'est bon. Oui, puis ils disent, je suis bienveillant, j'essaye, mais je sais que je suis pas bon, je sais que ça fonctionne pas. Et là, moi, jamais on va juger les gestionnaires. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les écouter puis les aider, dire voici ce que d'autres ont fait, voici ce qui semble fonctionner, et voici la science, et moi, je peux t'aider là-dedans, jamais en te jugeant. Parce que oui, tu sais, on a tout un mauvais boss en dedans de soi.
comme on a toute la fibre d'un bon boss, à moins qu'on soit un narcissique ou peut-être pas un narcissique, excusez-moi, qu'est-ce que je dis souvent? Psychopathe. Psychopathe, oui, effectivement. Mais tu sais, essentiellement, là, j'en ai croisé peut-être 2 là, que j'ai remarqué, mais sinon, c'était des exceptions dans ma carrière. Alors, oui, je peux faire des changements, mais il faut que ça vienne aussi de la personne, mais c'est des exceptions. Puis sinon, ben, peut-être qu'on c'est juste de l'aider à prendre conscience que peut-être que c'est pas pour toi la gestion de ressources humaines, mais c'est pour qui. Alors, on peut jouer aussi sur l'organisation. Donc, ça peut se faire, mais c'est pas toujours évident, mais je fais tout le temps avec bienveillance parce que quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas un bon boss, tu sais, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est rare qu'on va avouer ça. Puis, c'est intéressant. Je rajouterais quelque chose sur ce que tu dis aussi. Tu sais, c'est important de comprendre que quand quelqu'un nous approche et dit « je suis pas bon boss », il n'est pas en train de dire « je suis malveillant et je suis une mauvaise personne ». C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est qu'il me manque des outils pour réussir à créer et à générer les résultats qu'on devrait s'attendre avec mon équipe et face à moi-même. Fait que il est pas là en train d'engueuler ses employés ou de pas les considérer. C'est pas ça. Des fois, c'est parce qu'il dit « Jenny, je sais pas comment aborder tel élément. Jenny, ça fait plusieurs fois que tel processus, telle situation, j'essaie. » Puis c'est du monde de cœur, là. Le gestionnaire, là, 99% du temps, là, ils veulent le bien de leur équipe, là. Puis ils se démènent, là, jour et nuit. Ils amènent ça chez eux le soir, là. Ils pensent durant la nuit. Des fois, ça les réveille, ça les stresse parce qu'ils veulent que ça marche. Ils ont à cœur le bon fonctionnement de leur équipe, puis l'état, le bon état, le bien-être de leur personne. Puis ils ne trouvent pas la solution. Fait qu'ils pensent qu'ils ne sont pas des bons boss à cause de ça. Puis des fois, c'est juste juste une technique. Juste une petite affaire d'ajustement. Dans beaucoup d'entreprises, c'est des... excusez-moi, c'est des gens qui ont eu des postes de gestionnaire intrapreneurial. Je veux dire, c'est des gens qui étaient dans l'entreprise, qui ont monté dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une formation, qu'ils ont fait des lectures, ils veulent le bien de leur équipe, mais ils ne sont pas habiles à le faire. Parce que la plupart du temps, oui, on a des postes de gestionnaires qui sont à l'extérieur de l'entreprise, qui intègrent l'entreprise, mais la plupart que tu as dû voir, c'est souvent des gens qui sont en interne. Qui ont un degré de leadership, un degré d'acceptation de l'équipe, un modèle pour l'équipe, mais d'aller voir ses employés puis de jouer son rôle de gestionnaire est complètement différent. Là. On a de tout. On a ce profil de gestionnaire-là. On a un directeur qui change d'organisation. Puis là, c'est une culture complètement différente. Ou on a un gestionnaire qui donne tout pour les employés. Bref, on a vraiment plein de scénarios. On travaille aussi avec les directeurs généraux. Donc, il y a quand même des similitudes, mais essentiellement, là, on voit que c'est difficile d'apprendre la gestion, surtout que l'évolution de la gestion a quand même été flagrante. Là, on n'est plus gestionnaire de la même façon qu'auparavant. Là. Donc, c'est pour ça qu'on donne des outils sur des pratiques, surtout pour rendre les équipes autonomes, parce que les gestionnaires sont juste débordés. Puis, mentalement, c'est difficile. Puis là, on voit des gestionnaires qui ont des enjeux mentaux, puis là, sont moins patients. Puis là, les employés s'en rendent compte. Puis là, ça crée comme un effet, je ne veux pas dire négatif, là, mais le gestionnaire, il est occupé, il y a un gros projet, quelqu'un quitte son équipe, là, l'équipe ne veut pas aller le déranger, mais là, elle fait plus d'erreurs. Fait que là, il y a plus de difficultés à atteindre ses objectifs. Donc là, c'est comme une roue qui tourne. Puis là, on est là pour les aider à faire comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis peut-être que des fois, c'est d'arrêter un projet, de dire à plus tard. Donc, il y a plein de solutions. Mais essentiellement, dans comment on est, nous, c'est que moi, je leur fais vivre des petites souffrances. Tu sais. Essentiellement, même en formation. As-tu un exemple? J'aime ça. Ils sont pas traumatisés. Là. Non, mais c'est que... Comment je peux dire ça? C'est difficile. Souvent, je me rendais compte en formation que les gens ne parlaient pas. Puis je me disais, mais pourquoi ils ne parlaient pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Puis ils sont vraiment en train de réfléchir. Puis c'est David qui me disait, mais c'est parce que t'es fait réfléchir autrement. Puis je me souviens que j'ai fait un exercice récemment avec une organisation. Et il y avait plein d'organisations du même secteur qui étaient regroupées. Et là, je leur faisais faire un exercice quelconque et... Finalement, la personne était incapable de faire l'exercice. C'est un exercice très simple, là, très, très, très simple.
Mais ce qu'il s'était rendu compte, c'est qu'il n'était pas capable de faire l'exercice parce que ce qu'il avait travaillé auparavant avec une firme externe, c'était juste superficiel. Donc, c'est comme si lui venait de se rendre compte que le travail qui avait été fait 1 an auparavant, c'était juste superficiel. Et les sujets comme la culture, la marque employeur, c'est des sujets parfois que quelqu'un, une firme externe qui est un peu plus marketing, qui n'est pas vraiment, qui ne va pas en profondeur où ce que les enjeux organisationnels ne vont pas jusque-là, ils restent dans ce qui est le fun, juste en surface. Puis moi, je plonge avec eux en leur disant, ben s'il n'y a pas de confiance, par exemple, dans votre organisation, ça va peut-être pas bien aller. Puis peut-être que c'est pas le bon exemple, mais je me souviens juste de l'apprenant qui était incapable de faire l'exercice, puis il s'est juste rendu compte, puis il a dit, Jenny, c'est parce que je viens de me rendre compte que ce qu'on demande à nos employés, ça fait pas de sens. Ah, ben c'est bon. Puis, mais c'était relié, dit tout ce qu'on a fait dans 1 an, depuis 1 an, ça n'a pas fonctionné. Puis j'en ai vu d'autres là, qui avaient dépensé quasiment 100 000 et plus dans une marque employeur. Là, ça, c'était en 2020. Ils ne pouvaient même plus la réutiliser. Fait que parfois, c'est comme s'il y a des courants en RH qui étaient très à la mode, populaires. Ouais. Et là, nous, on arrive, puis ça appuie sur la science. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qui semble fonctionner aussi. Puis là, ils se rendent compte que peut-être qu'ils n'ont pas pris la bonne démarche et qu'ils ont demandé des choses qui ne faisaient pas de sens pour les équipes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de résistance au changement. Ouais. Puis que ça crée l'effet inverse. Donc, on a des bons outils pour ça. On a un bilan, on a plein de choses. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour que les gens changent, pour que ça aille mieux, parfois, il faut juste leur faire vivre une petite douleur pour se rendre compte que, OK, il faut qu'on change. Puis peut-être que mon équipe, je trouve qu'elle n'est pas... il y en a qui vont me dire, souvent en formation, ils vont me dire, Jenny, oui, mais mon employé comme ça, mon employé comme ça, mon employé comme ça. C'est tout le temps là en train de pointer du doigt l'employé difficile. Mais moi, je l'aide à le faire voir que c'est peut-être aussi ta responsabilité de gestionnaire. C'est peut-être toi comment tu agis, tu sais. Puis qui permet ça ou qui favorise ça, ou peut-être que tu le tolères trop. Puis là, ils font comme, après une formation ou 2, ils font comme, OK, j'avoue que c'était ma responsabilité. C'est moi qui a peut-être engendré ce phénomène-là. Puis, bref, c'est un duo, là. Il y a l'employé. Ouais. Mais ils changent de mindset. Puis je leur dis, tu peux pas dire ça. Des fois, il y en a un qui me disait, j'écris après mon employé. Je dis, non, tu peux pas dire ça. Fait que ça, c'est un exemple extrême, mais je les amène, puis je les fais réfléchir, puis je le vois comment on est. C'est comme, ah, c'est tough, Jenny, mais personne ne me l'a dit, mais là, je vais changer. Ou du moins, je vais essayer, mais je leur donne des défis, puis je leur dis exactement ce qu'il y en est. Parce que si c'est pas moi qui va le faire, ça va être qui? T'sais, moi, je le fais avec toute bienveillance, puis je les comprends. Mais même si je comprends ce que tu vis, ça veut pas dire que tu dois rester dans ce chemin-là. T'sais. Fait que je leur fais vivre des petites douleurs, puis je leur dis, mes formations sont un peu intenses, dans le sens où ce que vous allez travailler, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer après. Puis là, il y en a qui viennent me voir et disent, hey, merci, ça me fait travailler, là, mais OK, c'est correct. Mais il y en a qui, au contraire, ils n'aiment pas ça. Fait que plus je suis devenue moi-même en formation de façon authentique, plus j'ai eu des gens qui ont commencé à aimer vraiment ça. Ouais. Et plus il y en a qui ont commencé à moins aimer ça. Mais, tu sais, David puis moi, on est... on aime ça, travailler dur. On veut pas se faire désaccroître. Tu sais, on est comme... David, il dit, c'est quoi ton expression, là, entraînement facile? Ah, c'est un truc que j'avais appris d'une autre personne. C'est que c'était un militaire. Okay. Puis il disait, plus tu t'entraînes dur dans l'entraînement, plus ta guerre va être facile. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que tu travailles sois exigeant envers. Puis, tu sais, l'excellence, ça fait partie d'une de nos valeurs organisationnelles. Moi, je dis tout le temps, si t'es pour faire quelque chose, fais-le comme du monde. Fais-le comme il faut. Exact. Sinon, fais-le pas là. Puis arrange-toi pour avoir toutes les ressources ou le temps nécessaire pour bien le faire. Puis quand tu vas le faire, assure-toi que ça soit bien fait. Fait que c'est ça. Fait qu'on était un peu... tu sais, David faisait les arts martiaux. Moi, je voulais être avec quelqu'un qui avait cette discipline-là, d'être un peu... Je vais pas dire rough, mais tu sais, d'être dans ce milieu-là où ce que c'est pas juste des nuages, des bonbons, tout ça, là, on n'est pas là-dedans. Fait que, mais moi, j'avais fait des arts martiaux, là, donc je trouve que ça, on a réussi à le mettre dans notre organisation, parce que c'est ça ta faiblesse, c'est ça la solution. Tu prends-tu la solution ou non? Ouais. Si tu apprends, c'est correct, on va te supporter. Si tu n'apprends pas... C'est intéressant. Ça. Faire des petites douleurs parfois. Avez-vous des debriefings à faire des fois à 2 suite à une formation, mettons? Est-ce que, même si David n'était pas présent lors de ta formation, tu vis un moment, est-ce que vous avez un debriefing pour réajuster?
tu réussis à bien y exposer ce que tu as vécu pour qu'il puisse travailler avec toi sur quelque chose? Oui, bien, il me connaît, là. Il me connaît, puis souvent, c'est que moi, je vais culpabiliser. Quand je leur fais vivre trop un gros moment, après ça, je reviens à la maison, je suis comme, je pense que j'ai été trop dure, tu sais. Enfin, j'ai pas le physique non plus de ça, puis là, lui, est comme, non, ça va, puis là, il va m'aider. Ou des fois, je vais dire, j'ai l'impression de manquer un petit quelque chose. Fait que là, il va vraiment m'aider. Puis on avait écouté le livre Rocket Fuel. Il l'a pas en français, mais il y a tout le temps un visionnaire puis l'intégrateur. Mais David, c'est mon intégrateur. C'est lui qui aide à faire ça. Mais là, il s'en vient un peu plus visionnaire avec dans les dernières années. On Donc, devient part et d'autre un petit peu plus de l'autre. C'est ça. Donc, on s'est comme blendé un peu, si je pourrais dire. Mais essentiellement, on s'entraide. Là, c'est ça. On s'entraide. Donc, On se parle souvent, forcément. Parce que, je veux dire, on est un couple, forcément, on se parle souvent. Puis, mais pas assez. Il faudrait se parler plus, mais des fois, c'est qu'en étant deux, on est ensemble tout en étant isolés parce que chacun, on travaille de notre ordinateur sur nos tâches. Pour des moments qu'on essaie de se garder pour se parler. Mais, exemple, quand elle revient d'une formation, moi, par curiosité, j'aime toujours lui demander puis comment ça a été et tout, mais ça me permet d'avoir un input. Puis, qu'à un moment donné, il y a une information où est-ce qu'il n'est pas certain, je pense que si, je pense que ça, OK, pourquoi, tu sais, puis là, on décortique. À un moment donné, si elle pense qu'elle est allée trop fermement, on va dire, attends de voir, tu verras le feedback. Puis, règle générale, c'est très bien reçu parce que c'est pas parce que ça crée des réflexions chez les participants que c'est mauvais. Puis c'est pas parce que ça les déstabilise sur le coup que c'est pas bon, c'est méchant ce que tu as fait. Des fois, la plupart du temps, ils vont dire, hey, c'est ça que j'avais de besoin. Genre, t'étais où tout ce temps-là? C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que au final, c'est le client qui va te dire à quel point tu as fait du bon travail. T'sais. Tantôt, tu as parlé de livres. Je sais, pour t'avoir déjà rencontré, que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup lire. Oui. Tu aurais aimé ça être écrivaine. Oui. Puis ça veut pas dire que tu le feras pas? Ou... Je suis en train d'en écrire un. Tu es en train d'en écrire un. Vu que tu lis beaucoup, puis vous vous tenez à jour, j'aimerais ça vous entendre parler comment est-ce que vous définissez votre entreprise avec les nouvelles lectures que vous faites. Bien, en fait, c'est que essentiellement, Bourboss, on a tout le temps été 2 ans en avant du marché. T'sais, on parlait jamais de la marque, de l'expérience gestionnaire, puis j'étais la première à écrire là-dessus. Là, maintenant, il enseigne ça, il en fait, en tout cas, j'ai comme défriché ça. Donc, on est souvent comme vraiment en avant du marché. Et souvent, je m'inspire de ce que je vois, des tendances. On dirait que c'est comme une intuition. On dirait que je le sens, le sens des affaires. Mais moi, je suis capable de voir venir des choses, on dirait, par rapport au marché, comment les gestionnaires y sont. Je leur parle souvent aussi. Donc, je suis très connectée et aux gestionnaires et aussi aux nouvelles tendances. Mais essentiellement, c'est comme si on est capable de faire des nouvelles tendances aussi. Et c'est ce qui explique que les gens viennent voir, disent on était vraiment rafraîchissant, on est rafraîchissant et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même vraiment de la chance, là, pour ceux qui connaissent Henry Mintzberg, qui est le père de la gestion moderne. J'ai écrit quand même, quand même souvent. Là. J'ai parlé à Luce de M. Mintzberg, puis c'est une sommité mondiale. Oui. Puis c'est quelqu'un qui est ici au Québec, là. Effectivement, puis on le connaît quasiment pas. Donc, mais au niveau mondial, je pense qu'il y a plus que 18 doctorats honoris causa. Mais j'y ai envoyé parce que je l'avais passé en entrevue, je pense que c'était en 2022-2023, puis je l'avais déjà vu auparavant. Donc, au lancement de ses livres, là, notamment Bedtime Stories for Manager. Et je lui ai envoyé ma théorie sur comment un gestionnaire peut devenir un bon boss. OK. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé publiquement et tout. Là, donc, je ne savais pas quoi faire avec cette trouvaille-là. Et je lui ai envoyé. Puis, il m'est revenu comme quelques temps après. Puis, il m'a dit, Jenny, j'ai lu ton paper. Et il me dit, je trouve ça vraiment intéressant. Tu te pinces, tu te dis... Oui, bien, j'ai figé, là, même encore. À chaque fois, je suis comme, c'est quoi qui a répondu à David? C'est comme si c'est trop gros pour m'en rendre compte. Fait que là, en tout cas, à chaque fois, je suis comme, c'est quoi qu'il a dit déjà? Mon cerveau, on dirait que je suis pas capable de le processer. Mais donc, c'est ça. Donc, il adore ce que j'ai écrit. Et mon livre, c'est vraiment basé sur ça. Parce que pendant des années, je me disais, est-ce que je vais faire un doctorat pour vraiment comme, démontrer ma démarche ou autre? Est-ce que j'en fais un livre? Donc, ça, c'est plus vers un livre. Là. C'est ça, le cœur de Bon Boss, mais j'ai envie de le donner publiquement, de l'annoncer, mais que ce soit bien fait parce qu'on s'est tellement fait voler des idées auparavant. Puis ça, c'est le travail de, je pense, 4 ans de ma vie là, à me poser ces questions-là puis à découvrir. Fait que c'est pas que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais d'avoir une reconnaissance du père de la gestion moderne. Oui. Ça te fait dire comme t'es dans la bonne direction. Ouais. Puis si lui trouve que c'est le fun, c'est intéressant parce que c'est comme de dire
de par ma théorie, c'est comme de dire que les formations pour les gestionnaires, ça marche, mais c'est pas tout. Ça semble évident, puis il y a d'autres choses, mais c'est cette autre chose-là que j'ai envie de parler. Donc, dans mon livre, c'est ce dont je vais parler sous la forme d'un roman. Donc, c'est complètement différent. Et c'est ça, je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose, mais essentiellement, moi, je suis très carrée dans mon écriture. Puis David, lui, il rajoute le côté givré. Il écrit vraiment, vraiment bien. Là. David, c'est être un romancier, ça serait David. Là, puis moi, être plus comme directive, puis tout ça, ça serait... On a deux styles d'écriture complètement différents, mais il y a une super plume. Là, des intérêts aussi de lecture différents. Pour reprendre la question dont tu posais, Jenny va beaucoup lire de la théorie, du management, de la psychologie, de choses comme ça. Puis là, je fais fi des romans ludiques là, qu'on lit pour le plaisir personnel. Là. Mais si on se concentre sur l'organisation, sur notre travail, Jenny va lire beaucoup, notamment M. Mintzberg, mais aussi d'autres, de la psychologie organisationnelle, des trucs qui sont factuels et scientifiquement prouvés. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas lire d'autres choses pour juste savoir ce qui se passe ou prendre le pouls, mais principalement, c'est la base de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on dit puis ce qu'on enseigne, il faut que ça marche, que ça soit une base probante. Moi, de mon côté, je suis un lecteur plus généraliste. Mais ce que j'aime faire, c'est de créer des liens entre des choses qui n'ont jamais eu de lien ensemble. Fait que des fois, j'arrive avec une idée, puis regarde, telle affaire, puis là, exemple, je sais pas moi, j'ai un background très scientifique, là, fait qu'en biochimie, là, la molécule, la phénomène. Fait que là, si on prend juste le concept de ça, puis on le regroupe, puis là, dans un regroupement humain, puis là ça amène des idées, puis OK. Toi, tu vas imager la théorie. Tu vas pouvoir plus l'imager la théorie que Jenny va avoir lue, ou la théorie. Toi, tu vas pouvoir arriver peut-être avec plus une image. C'est important parce que quand vous vous adressez à une entreprise, il y a divers niveaux de compréhension dans l'entreprise. Donc, il faut que tu puisses avoir une image ou quelque chose que quelqu'un va capter plus que la théorie. Oui, effectivement. Ouais. Jenny a beaucoup d'idées. Ce qui fait en sorte que des fois, elle m'arrive à dire, bon, j'ai telle idée. J'aimerais qu'on puisse la construire ensemble puis lui donner vie. OK, parfait. Explique-moi ton idée. Puis là, moi, je me mets à faire des dessins. On a un tableau blanc à la maison ou sur des feuilles, là. Fait que là, je fais des dessins. L'autre fois, il y a quelques semaines, on a fait ça, justement. Puis là, elle m'explique. Je dis, vas-y, fais comme si je savais rien. Puis explique-moi. Puis pars dans tous les sens, c'est pas grave. Puis là, après ça, je l'écoutais. OK. Puis là, tranquillement, pas vite, je me faisais mon schéma. OK, ça va ici. Ça, c'est à plus haut niveau. Ça, c'est à plus bas niveau. Puis finalement, on a cadré ce qu'on a appelé notre philosophie de gestion bon boss. Puis c'est ça que tu fais. Puis là, elle a regardé, oui. C'est ça. Puis là, on a fait quelques petits ajustements pour que ça puisse vraiment refléter ce qu'elle a dans sa tête. Oui. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne bien individuellement, mais quand on fonctionne à deux, c'est là que la magie opère. Bon boss est là parce qu'on est deux. Oui. C'est ça qui fait que ça marche. Oui. Si on était tout seul, moi jamais j'aurais pu faire ça. Elle peut-être un petit peu plus que moi parce que les idées viennent d'elle. Mais au final, c'est un yin et un yang. Là. C'est comme ça. Là. Mais ça a été difficile de s'adonner au début. Là. C'était un peu plus compliqué. Là. C'est apprendre. Puis c'est ça qui est drôle. Apprendre de l'autre. Oui. Apprendre de l'autre. Parce que quand tu es en couple dans la vie, la majorité des couples ne travaillent pas ensemble, là, on s'entend? Ouais. Fait que tu apprends à te connaître au niveau personnel, puis ça s'arrête là. Là, nous, on a eu à réapprendre à se connaître au niveau professionnel. Puis au début, ça ne marchait pas. On s'est dit, mon Dieu, jamais j'arrête pas de travailler avec toi. Non, moi, je t'aurais congédié. C'est ça, parce que moi, j'arrivais du domaine d'un laboratoire médical. Là. C'est excessivement standardisé et c'est correct, c'est normal parce que c'est notre santé. Le résultat que tu fournis au médecin, il ne peut pas avoir d'erreur. Là. Des fois, c'est 3 chiffres après la virgule, puis c'est comme ça. T'sais. Fait que moi, j'étais bien by the book, puis la structure, la démarche et tout, alors que Jenny était plus la théorie, la création. OK, mais là, on pourrait essayer de faire ça de même. Puis là, fait que là, des fois, je ne comprenais pas. Elle était très agile, moi, j'étais plus rigide. Fait que là, on a appris l'un et l'autre de l'autre. Puis on s'est trouvé notre point d'équilibre comme ça, mais ça fait en sorte qu'on a un petit peu plus de structure pour ses idées. Puis moi, j'ai appris d'elle pour me dérigidiser. Tu sais, on va être plus agile un peu parce que des fois, ça fait pas de sens de sticker sur un détail de même. Fait que, puis mais le mix est bon. Oui, le mix est bon. Puis j'ai été inspiré d'elle 1 million de fois pour un paquet d'affaires. Tu sais, fait que c'est grâce à elle qui... au début, c'était son idée de business, puis elle m'a laissé de la place. Puis c'est quelque chose, ça. Elle m'a laissé de la place. De déléguer, de laisser de la place à
c'est ton bébé. Là. Je veux dire, c'est Ben de moi, laisser... Je me suis déchargée, là. J'ai pas délégué, là. J'ai juste comme, mettons, l'aspect financier, faire les factures. Là. Je me souviens, là, j'étais comme c'est pas un peu négatif ce que je veux dire, mais comme un gars de construction. Tu sais, j'étais comme avec toutes mes factures, paye le mail. Puis là, la veille, il fallait que j'envoie ça à la personne qui gère notre comptabilité. Puis j'étais comme, OK, maintenant, c'est toi qui s'en occupe. Oui. Fait que là, j'ai juste donné toutes les factures du mois. Il dit comment on fait ça. J'ai aucune idée. M'en dit, tu sais. Fait que moi, ça faisait 2 ans que je le faisais, mais c'était paye le mail. J'étais pas organisée comme ça. J'étais tout le temps comme avec les employés et les clients. Fait que cet aspect-là, fait que lui, il a tout remonté ça. Fait qu'il a comme bâti les départements que j'étais pas capable de bâtir d'une certaine façon. Puis c'est ça. Mais on a tout le temps fixé sur l'objectif, comme la mission commune, mais après ça, on n'avait jamais. C'est pas comme si j'avais quelque chose qui était encore. Qui avait bien pris au début. Fait que c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce que j'avais pensé, c'était pas ça. Fait que ça a été plus facile. Tantôt, vous avez parlé d'un point qui vient me chercher par rapport aux idées. Oui. De se faire voler des idées. Oui. Un inventeur a le brevet pour se protéger. Là, je vais dire quelque chose que je connais pas, mais au niveau de la pensée intellectuelle que vous avez, y a-t-il un brevet? Y a-t-il quelque chose que vous Similaire pouvez... à ça, Similaire? ouais. Est-ce que... Absolument. Ça existe-tu? Et est-ce que y a-t-il quelque chose pour vous protéger? Oui. Regarde, c'est moi qui s'occupe de ça. Son département. Il y a, mais d'abord et avant tout, il y a des experts qui existent, des agents de marque de commerce, des avocats spécialisés en ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. OK, on va là, c'est bon. Ouais. OK. Donc, c'est vraiment une spécialisation du droit. Il y a des avocats qui exercent que là-dedans. Et nous, on est extrêmement chanceux. On en connaît 2, dont un qui nous a aidés principalement pour la protection des idées de sens large. Et là, je rentre pas dans les détails, mais il y a différentes catégories de protection. Et nous, ce qu'on a déposé comme demande consiste en des marques de commerce et du droit d'auteur, les fameux copyright, ce qu'on voit dans un C dans un rond, là, ça, et leur utilisation de certaines choses. Donc, il y a certains critères à respecter, il y a une certaine démarche à faire auprès de l'OPIC, donc l'Office de protection intellectuelle du Canada, et c'est notre expert, l'avocat là, qui s'occupe de ça, qui nous soutient pour faire ça. Mais effectivement, quand tu as des idées, lorsque la personne, dans le cas de Jenny, par exemple, donner un exemple concret, là, parce que c'est public, c'est affiché, Jenny a créé une sorte de processus pour créer ce qu'on appelle un culture book, un livre de culture. Oui. Donc, sa démarche à elle, puisque ça provient d'un être humain, a été enregistrée en tant que droit d'auteur. Et là, c'est bon selon certains critères pendant très, très longtemps. Là. Alors que notre marque de commerce, ben, c'est plus comme un contenu et ou un contenant utilisable dans un certain contexte. Donc, par exemple, le nom de l'entreprise ou notre slogan. Ou ce genre d'éléments-là qu'on veut protéger. Donc, ça, il y a moyen aussi de protéger ça. Et par la suite, ce qui arrive, c'est que toi, tu as l'obligation de protéger ta propriété intellectuelle. OK. Donc, si tu enregistres quelque chose de très spécifique, disons que tu te lances une entreprise particulière puis tu inventes un mécanisme d'ingénierie pour je ne sais pas quoi, là, dans ce cas-ci, tu vas certainement déposer un brevet, mais par la suite, tu as l'obligation de la protéger. Donc, nous, on a l'obligation de regarder ce qui se fait. Fait que si quelqu'un, utilise bon boss à tout bout de champ, ben là, c'est notre rôle à nous de dire à cette personne-là, regarde, nous, on a un dépôt de marque de commerce là-dessus, ça nous appartient. On aimerait que tu cesses. Tu ne vas pas directement envoyer des mises en demeure ou y aller agressif. C'est pas ça, c'est les derniers recours. Mais au début, c'est ce genre de choses-là. Fait que ça m'est arrivé une fois simplement, puis c'était juste comme à titre de conseil. Je parlais avec quelqu'un qui avait une idée quelconque qui ressemblait un peu à ce qu'on avait déjà comme marque de commerce. Puis j'ai dit, écoute, je vais juste m'informer parce que je voudrais pas que tu sois dans l'embarras. Puis moi, j'ai l'obligation de protéger ma marque de commerce. Fait que je vais me demander à mon avocat. L'avocat m'est revenu et dit, effectivement, il ne devrait pas faire ça pour telle raison. Fait que j'ai dit, la personne dit, OK, c'est parfait, merci de m'avoir informé là-dessus. Puis elle a fait autre chose. Puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est juste ça, ouais. C'est-tu déjà arrivé que tu vas dans une conférence ou dans des fois les congrès, puis tout ça, puis t'assistes, puis il y a des éléments que tu as pensé, que tu retrouves présentés par quelqu'un d'autre? Oui, souvent.
Puis c'est même que parfois sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui nous écrivent « Hey, il copie mon boss. » Puis là, c'est comme, toi, tu le sais, mais à un moment donné, tu sais, ça fait... C'est correct quand je rentre en avant du marché, c'est correct, mais quand c'est les autres qui viennent nous voir, puis pas juste une personne, 2, 3, c'est comme, hey, ça ressemble à bon boss, hey, je t'envoie ça. Puis des fois, là, les couleurs du site web, c'était pareil dans la même industrie. À un moment donné, je donnais une conférence aussi sur mon site web. Puis là, il y avait, en tout cas, c'était pour expliquer le lancement, puis ces choses-là. Je me souviens plus c'était dans quoi, mais ça faisait longtemps. Et il y avait une personne dans la salle qui est venue me voir et dit, c'est un de tes compétiteurs qui m'a demandé d'assister à la conférence pour savoir comment tu avais eu fait pour avoir autant de succès. Puis, tu sais, parce que c'était un peu le sujet. J'ai comme, au moins, il le dit, tu sais, mais fait que ça a commencé comme ça, puis ça sera toujours ça, je crois. Fait que, à un moment donné, tu fais juste apprendre à vivre avec, puis il faut que tu sois le plus rapide. Mais c'est qu'il y en a qui essayent de copier ça, mais ça marche pas. Mais tu sais, on le sait, puis mais moi, ma limite, c'est quand les gens viennent, puis qu'ils me disent, Jenny, tu t'es fait copier, puis ça fait plusieurs, là, je trouve ça malaisant, parce que je suis comme, tu sais, il faut que j'agisse, fait que mais je veux pas être dans la colère, tu sais. Mais là, c'est sûr que tu vis une colère, c'est comme encore une fois, tu sais. Puis moi, je ferais jamais ça à quelqu'un, tu sais. Soyez originaux, mais non, les gens, il y en a qui adorent faire ça, là. C'est leur mindset. C'est comme moi, je vais prendre la nouvelle idée. C'est une petite entreprise, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'investir plus là-dedans. C'est correct, mais c'est ça. Fait qu'on vit avec. Quand les gens viennent au podcast à plein temps, vous avez rempli un questionnaire. Vous avez rempli un Google Form. Vous avez rempli un questionnaire. Puis il y avait un élément qui me parlait du premier contrat que vous avez reçu, que vous deviez vous déplacer pour y aller, puis tu as dû annuler. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Oui. Ben là, c'est que je lançais ma première... C'était le premier... C'est le premier... Premier bon boss, première entrevue. Bon boss, première entrevue. Ça fait 6 mois. Tu te prépares depuis 6 mois. La journée fatidique arrive. Tu dois te présenter. Je te laisse aller. Oui. Ben, c'est que David est sorti, puis de la chambre à je sais pas quelle heure, il s'est levé à 5h30. Puis là, je me dis, il faut que je dise de faire attention, mais qu'il sorte le chien. Parce qu'il y avait des moufettes. Et là, David. Elle le fait pas. Je me suis dit, ça sert à rien. Mais c'est juste une idée qui. Je suis comme, non, je vais rester couché. Et là, David. Ben c'est ça, moi, je suis seul dans la cuisine. Je suis en train de déjeuner, puis je sors le chien. Il faisait noir, là, c'était l'hiver. Puis c'était dans le temps, justement, j'avais mon autre carrière, fait que je me levais tôt. Fait que je sors le chien. Puis là, j'entends, à un moment donné, comme un genre de son comme ça. Puis là, le chien revient tout énervé. Puis là, je la flatte. Mon Dieu, calme-toi, ça va. Et là, en la flattant, je me sens la main un peu dégueulasse. Et là, l'odeur arrive. Là, je suis là, oh non, elle s'est fait arroser par une moufette. Et là, ça se met à sentir terrible là, dans la maison. Fait que là, je m'en vais dans la chambre. Puis je dis, hey, le chien s'est fait arroser par une moufette. Oh non, là, on va fermer les portes. Là, ça reste comme ça. Là, entre-temps, moi, je m'en vais à mon travail. Moi, je nettoyais tout à terre. C'était le chien. Je sentais. Je sentais. Je traitais quasiment la moufette. Là, c'était rentré. Là, c'était... Là, tu te laves les mains, tu fais tout. Là je pèse. Je suis devant, face à l'ascenseur pour monter à l'étage, au laboratoire. Puis là, j'attends, je suis tout seul. Là, il y a un monsieur à côté de moi que je vois qui fait juste me regarder de côté de même, genre, mon Dieu, qui pue. Là, je suis comme, oh non, je sens tant que ça. Mais tu sais, toi, tu penses que tu sens plus parce que t'as pris 2 douches. Puis tu sais. Fait que là, ça reste comme ça. Je suis au laboratoire, je fais ma job. Il y a quelqu'un qui passe, un collègue. Coudonc, ça sent donc bien à moufette. Je dis, non, c'est trop. Là, il est en train d'ouvrir les fenêtres ici, je pense. Il ouvrait les fenêtres du labo. Je dis, non, c'est trop pour moi aujourd'hui. Je prends congé, je m'en vais. Puis là, pendant ce temps-là, elle a fait, il a fallu que j'appelle là, pour dire que je cancellais parce que je chantais la moufette. Là, je me dis, c'est tellement une excuse, tu sais. Puis je me dis, c'est une bonne bosse, ça va l'accepter, là, mais tu sais, dans une vie, t'en fais des erreurs, là, c'est ça, là, mais ça, c'est une bad luck. C'est une bad luck, là, mais tu sais, on en a fait des erreurs et puis on a eu des bad luck, mais tu sais, la première bomba, c'est une femme, là, j'ai dû canceller, c'est ça. Remettre ça plus tard à cause de la moufette. Remettre ça plus tard à cause de la moufette. Quand j'ai vu ça dans le questionnaire, j'ai parlé avec lui, je lui disais, vraiment bonne, j'aime vraiment l'anecdote. C'est une anecdote que tu peux pas inventer. T'aurais pu dire n'importe quoi pour canceller, mais là, arrosé par une moufette, c'était... Ben, pas vous, pas toi, mais... c'est moi qui ai nettoyé, là. Ça a senti des semaines après. Je sentais, là. C'est dégueulasse.
Il y a des processus, puis tout. Sûrement, il y a des produits, des solutions qui doivent enrayer, mais ça doit être très long. On a tout essayé, là, le fameux jus de tomate. Tout. Il y a je pense qu'il y a la petite vache, la poudre, là, le carbonate de soude aussi, puis on a lavé le chien, puis le temps. À un moment donné, au bout de 2-3 semaines, là, ça commence à moins sentir, là, mais c'est ça. Mon maison. En plus, mon linge séchait dehors. Ah ouais, c'était. À 5h30 le matin, là, sentir la moufette, là, c'est meilleur qu'un café, je te dis. C'est quelque chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mini Jenny sur le territoire à un moment donné? Exemple, d'aller expansion aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez, du côté de l'Europe aussi? Est-ce qu'il pourrait y avoir un rubber stamper ou un bon boss qui pourrait évoluer? C'est quelque chose que vous aimeriez faire évoluer la marque? Oui, on aimerait ça aller un peu plus à l'international. Ça a tout le temps été dans nos plans, mais ça, au début, c'était en 2020. Et on avait même eu des discours, des échanges avec l'Europe parce qu'on avait été, en 2018, j'avais gagné un prix. J'avais été à Lyon pour les entretiens Jacques Cartier. Donc, on avait déjà ça en tête, mais avec la pandémie, on s'est concentré local. On a officialisé plus nos démarches. Donc, c'est dans les projets qu'on a remis un peu plus tard. Mais oui, là, on a comme vraiment des démarches des processus là, que quelqu'un pourrait être, par exemple, certifié bon boss, là, mettons un consultant, puis il pourrait le faire, là, puis aller à l'international, là, définitivement. Puis David, il siège aussi sur une chambre de commerce américaine, canadienne. Et donc, on a quand même des discours avec autant différents acteurs, là, mais c'est juste comme de trouver le bon filon. Et c'est là-dedans qu'on s'en va vraiment pour pouvoir multiplier. Là, donc, mais il fallait qu'on fasse beaucoup de recherche et développement, ce qui est comme vers la fin. Là, donc, c'est ce qu'on aimerait parce que moi, ce que j'aimerais, je voulais prendre ma retraite opérationnelle à 35 ans, ce qui est pas arrivé. Mais j'aimerais vraiment ça, prendre une retraite opérationnelle et faire d'autres choses, éventuellement. Mais tu sais, je parle d'autres choses. Ça serait... C'est de rester, c'est d'être autour de Bon Boss, c'est de l'alimenter par des idées. Pas nécessairement être dedans et d'effectuer un travail. C'est plus dans ce sens-là. Être dans la R&D, là, voir des nouvelles tendances. Fait que c'est ça. Sinon, peut-être du rachat d'entreprise aussi. Fait qu'on est en train de voir les opportunités. Là. Il y a plein d'opportunités en ce moment. Là. En 2025, c'est incroyable. Et là, on se lance dans le reprenariat aussi. Là, on accompagne les organisations là, pour la passation. Fait qu'on est là-dedans, mais il y a tellement d'opportunités. Là, surtout quand tu te concentres sur la gestion comme on a fait, là, plutôt que les entreprises en RH. Fait que c'est ça. Tu cherchais quelqu'un qui était entrepreneur au départ. Tu sais, tu disais qu'avec ton ami, tu disais que quelque part, tu cherchais un entrepreneur. D'où vient l'entrepreneuriat pour toi? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ou c'est par rapport à tes études que tu as fait et que tu as développé ce côté-là? C'était plus inné en toi? Je sais pas parce que, en fait, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. OK. Mais en même temps, mes grands-parents, c'était des agriculteurs. Donc, c'est une forme, je pense, d'entrepreneuriat, là, d'une certaine, plus de cette génération-là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, je me suis découvert être entrepreneur là, en 2010 là, parce que je gardais jamais mes jobs. Quand j'avais pas un bon boss, je quittais. Fait que j'étais comme... un gestionnaire, je voyais qu'il faisait du harcèlement avec quelqu'un. Je suis comme, non, moi, je travaillais pas pour lui. Fait que j'ai tout le temps été comme, je connectionnais les emplois, mais pas parce que j'étais pas stable, c'est que j'avais jamais trouvé un leader qui m'inspirait, puis que j'étais vraiment pour le droit du travail, ces choses-là, même, tu sais, jeune. Et j'avais déjà eu une bonne boss très jeune, mais je l'avais jamais retrouvée. Donc, ça a fait en sorte que, je pense que c'était des signaux, hein, quand tu es entrepreneur, on dirait que tu as la difficulté à travailler pour les autres. Ouais. Et si tu trouves que le gestionnaire ne prend pas des bonnes décisions, ben moi, j'allais lui dire ce que tu ne dois pas faire, là. Pas en RH, quand tu fais ça, tu te fais kick out. Mais, fait que c'est ça. Donc, ça a été plus quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, que c'est là que j'ai compris c'est là que j'ai compris qui j'étais, que j'étais vraiment plus une entrepreneur. Et là, j'ai commencé à... Quand même, je voulais rentabiliser mon bac, fait que j'ai travaillé là-dedans pendant une année. Je me suis dit, non, je vais écrire un livre. Là, je voulais comme juste essayer d'autres choses puis me trouver. Puis finalement, c'est ça. Donc, j'ai lancé ma première entreprise à 26 ans. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment peut-être plus la pensée intrapreneuriale. Donc, pas obligé d'être un fondateur d'entreprise. Là, c'était vraiment... c'était ça. Donc, je me suis comme découvert, mais j'ai pas eu une famille qui m'a poussée à ça. Au contraire, c'était comme, Jenny, garde tes jobs. Tu sais, ma mère, ça fait 40 ans qu'elle est dans la même organisation. Mon père, il travaille dans la construction. Et, tu sais, je pense que lui, il aurait pu être entrepreneur, mais
le goût du risque, je pense qu'il l'avait pas. Tandis que moi, plus c'est risqué, plus c'est compliqué, plus j'excelle. Quand c'est trop stable, je commence à m'ennuyer. Ouais. Fait qu'il y a des gens comme ça, là, dans une situation super comme normale, ils vont être moins performants. Moi, plus c'est complexe, plus j'ai du fun. Puis là, David, je trouvais qu'il y avait cette fibre-là d'être vraiment le sens des affaires, je l'ai dit depuis tantôt, mais comme une autre forme d'entrepreneuriat que moi. Et ce qui me manquait, moi, c'était de savoir parler affaires, parler chiffres, des bilans financiers. C'était pas... J'ai appris avec le temps. Non, exactement. J'ai pas créé une entreprise pour être riche. J'ai créé une entreprise parce que j'avais envie de donner quelque chose à la société et de comprendre c'est quoi le leadership puis un bon gestionnaire. C'était vraiment ça, mais j'avais pas une idée financière derrière ça. Maintenant, je ferais les choses autrement. Là. Je fais, c'est quoi ta preuve de concept, c'est tout ça, mais ça, tu l'apprends. Tu l'apprends. Mais c'est David qui l'avait plus. Et c'est ça, je sais pas, je l'ai vu, puis quand j'ai appris à le connaître, j'ai su comme, OK, lui, c'est sûr qu'il a la fibre entrepreneuriale, mais jamais j'aurais dit comme, il va venir dans ton entreprise. Ouais. Fait que ça a été, surtout qu'il n'avait jamais étudié en ressources humaines puis en gestion. Là. Ben, non, tu avais étudié en administration. Fait que c'était quand même correct. Là. Avec l'arrivée de... Parce que je me suis posé la question justement avec Luce la semaine passée. Tu sais, des cours universitaires, puis on a passé qu'on a fait tous nos travaux, puis on a fait toutes nos choses, puis on a fait de la recherche, puis on a souligné à des endroits. L'arrivée de ChatGPT, puis de toute l'intelligence artificielle, qui t'aime le côté technologique, est-ce que vous vous en servez à l'occasion? Est-ce que vous touchez à ça? Parce que il y a des universités maintenant qui acceptent des travaux d'étudiants qui sont faits par ChatGPT. Ici, des universités au Québec. Mais moi, il me semble que j'ai fait ma maîtrise, puis j'ai rushé, là. Je veux dire, j'ai travaillé, puis j'ai pensé à des concepts aussi, puis j'ai travaillé. Dans votre milieu, c'est que il y a beaucoup de choses qui sortent, mais est-ce que l'intelligence artificielle a un impact dans votre travail? Ou dans de la future compétition, ou de la façon de penser des gens? Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact? Absolument. On l'utilise quasi tous les jours. OK. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que, d'une part, c'est là aussi la protection des données. Oui. Ce genre d'éléments-là. Mais d'autre part, c'est que c'est un outil. Okay. Ça ne remplace pas ce que tu as entre les deux oreilles. OK. C'est un outil. Puis, j'avais entendu ça à un moment donné, quelque part aussi à l'université, parce que, bon, j'ai fait un retour aux études aussi, là, fait que c'est très frais. Mm-hmm. Il faut que ça demeure un outil un peu comme lorsque la calculatrice, par exemple, est arrivée. Oui. Avant, les gens calculaient à la main, puis là, tu prends une calculatrice. Non, ça fait juste accélérer quelque chose que j'ai d'abord maîtrisé, que j'ai compris. Ça m'aide à gagner du temps. Parce que si tu te mets à calculer une formule ça de long à main, non, c'est long. Tu vas manquer de temps. Tandis que là, la calculatrice, ça va très... ChatGPT, pour moi, c'est ça. Il y a un concept en affaires, c'est garbage in, garbage out. Fait que si tu l'alimentes pas de la bonne façon, avec un paquet de cochonneries où tu le laisses faire ce qu'il veut, ce que tu vas recevoir à la fin, c'est pas bon. Puis si en plus, tu n'as pas la discipline de vérifier le résultat que lui veut te fournir, ça sera pas plus. Il va pas remplacer ton apprentissage. De toute façon, tu payes des frais là, scolaires et de ton temps, de tes efforts pour obtenir un apprentissage puis avoir un diplôme qui a du bon sens. C'est pas la machine qui va le faire pour toi. Non. Donc, c'est comment se place cette avancée technologique-là, comme il y en a eu plein dans l'histoire, là, tu sais, je veux dire, on est passé du cheval et de la carrioche à la voiture, là, puis il y a personne qui, tu sais, je pense qu'on a fait un bond humain comme ça, mais c'est la même chose à ce stade-ci. Donc, pour nous, par exemple, pour les bilans qu'on a, nous, on a une structure très rigide avec un paquet de données et on a alimenté notre intelligence artificielle de sorte qu'on gagne du temps dans l'analyse et l'extraction des données quantitatives pour avoir un aperçu de ce qui pourrait être fait en une semaine et demie, mais maintenant prend une journée. Ah oui, c'est... T'sais? Mais c'est parce qu'on l'a fait. Nous, on a gratté, on a couvert, on a fait des tests. Tout ce temps-là de tests de ça marche, ça marche pas et tout, ça prend du temps. Là. Oui. Donc maintenant, lorsqu'on fait une analyse de bilan au niveau quantitatif, ben, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on sait quoi vérifier, parce qu'on a construit, du moins on a orienté la technologie vers ce que nous, on voulait que ça donne. Parce qu'on a maîtrisé à la base notre contenu. Puis on a travaillé avec des gens qui étaient en intelligence artificielle. Ça fait quand même plusieurs années. Donc, nous, on n'est pas... c'est un outil, comme David dit, mais on n'est pas...
comment je peux dire, il y en a, je pense qu'ils vont juste demander une question à ChatGPT, puis ça va être ça la réponse, puis ils vont pas analyser. Mhm. Mais dans le fond, pour moi, ça, c'est non éthique. Tu sais. Fait qu'il faut vraiment comme que ce soit un outil puis dans lequel c'est ton analyse à toi. Peut-être que lui t'a aidé à mettre de l'avant des tendances dans un tableau ou autre, mais en bout de ligne, tu sais, il faut que tu aies ton analyse parce que ChatGPT, il n'est pas capable d'aller analyser autant, selon moi, que par exemple un expert qui a 10 ans. Ouais. Fait que c'est vraiment un support au travail. Il ne faut pas que ça remplace le travail. Non, faut pas c'est que un ça support de travail. Pour te permettre d'être plus productif. Nous, c'est un vocabulaire qu'on a beaucoup. Là. Est-ce que je peux être plus productif? Donc, de maintenir la même qualité de standard, la même excellence au travail, mais gagner du temps. Oui. On a, savez-vous, au Québec, pas au Québec, mais au Canada, un Canadien est combien de fois moins productif qu'un Américain? Non. C'est un pourcentage. Là, comment est-ce que les Canadiens, on est moins productifs que les Américains? Mm-hmm. Quel est le pourcentage? Élevé. Bien, je sais pas. 47 %. Donc, un Américain est 47 fois plus productif qu'un Canadien. Ça veut dire que par heure travaillée environ, là, sur 35 heures, l'Américain va amener plus en valeur qu'un Canadien. Fait que ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'améliorations à faire en tant que Canadien dans la productivité. Il y a plein de facteurs. La technologie, ça en est un. Puis nous, on l'a vu, en étant plus technologique aussi, en organisant plus notre travail, on est arrivé à faire un plus grand chiffre d'affaires en étant 2 et lui, mettons 1,5 parce que lui est en retour aux études en janvier. Fait qu'on voit que les organisations peuvent être beaucoup plus productives. Puis ça, c'est intéressant. C'est un rapport qui a sorti à l'OCDE le 5 décembre 2024, excusez-moi. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que c'est des données. Fait que ça, il y a vraiment place à l'amélioration. Là. Fait que ChatGPT, c'est un bon levier pour tout dépendant de la nature du poste. Oui. Ouais. J'aime ça, des statistiques comme ça. J'aime me baser sur, des faits, mais c'est des choses, des fois, que je ne réussis pas tout le temps à les chercher. Puis des fois, il y a des gens dans... Parce que qu'est-ce que tu me dis là, ça m'a fait penser à Lucien Bouchard, il y a plusieurs années, qui avait été en conférence, puis il avait dit qu'on n'était pas des gens productifs, qu'on n'était pas... Puis ça avait fait réagir les gens. Mais non, on est travaillant, on est... Ça dépend, tu peux être travaillant, mais sans être productif, mais la production... Puis ça, c'est quelque chose que, quand tu me dis ça, ça m'a fait penser à ça. Puis c'est le fun d'avoir du data. C'est plaisant d'avoir du data pour pouvoir avoir des faits puis appuyer les choses. Je vais donner un exemple. Là, c'est un article que j'ai écrit là, sur le volet humain de la productivité. Dans le fond, on va mélanger l'efficacité avec la productivité. On peut prendre l'exemple d'une serveuse. Okay? La serveuse va dire, OK, moi, je dois vendre plus. Son employeur dit, il faut que tu vendes plus. Fait qu'elle, sa stratégie, c'est d'être plus efficace, c'est-à-dire qu'elle va essayer de servir plus de clients dans son chiffre. Fait qu'elle pourrait passer de 10 à 20 clients pour augmenter sa vente, par exemple, à la fin de sa journée après avoir vendu pour 2000 $. Tandis qu'elle a une autre serveuse, ce qu'elle va faire, c'est comme, non, moi, au lieu de travailler plus, ce que je vais faire, c'est que ma stratégie pour être plus productive, c'est que je vais vendre plus par client. Donc, elle pourrait servir 10 personnes, mais vendre quasiment 2100 $. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a personnalisé le service. Elle a proposé du vin, une entrée, un dessert, tandis que l'autre, dans la quantité... Une bouteille de vin, parce que exactement. Au niveau de l'alcool, ça fait augmenter la facture. Puis là, on voit la stratégie qui est, je vais travailler plus fort, faire plus, tandis que tu as quelqu'un qui est plus productif, qui est, moi, je vais prendre une autre stratégie axée sur l'efficience, qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, je vais peut-être pas marcher autant, je vais peut-être pas avoir autant de clients, ça coûte cher attirer des nouveaux clients, donc je vais être plus productive. Fait que c'est ça, la productivité, de façon très vulgarisée. Mais c'est un autre mindset, c'est une autre façon de penser. Mais quand tu réfléchis comme ça fait en sorte que dans ton travail, nous, même avec notre équipe, là, on était capable de travailler, je pense, des 32 heures. Là, on finissait les vendredis midi et autres, là, parfois. Puis, bref, on avait réussi à diminuer ça en accomplissant plus parce qu'on avait une autre organisation de travail. Ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir, pour les 5-10 prochaines années chez Bon Boss? C'est quoi qu'est-ce qu'on veut faire? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Il y a l'aspect technologique qu'on parlait justement là, pour continuer là-dessus. Là, c'est quelque chose pour nous qui est très important, dans lequel on va de plus en plus intégrer
On va l'utiliser pour nous, mais aussi l'offrir pour les clients. On va lancer une nouvelle division aussi. Oui, des nouvelles divisions également. Dans le fond, on va lancer un nouveau service qui est pour les chercheurs de bons boss. Donc, pour aider les gens à savoir comment est-ce que je peux faire pour me trouver un bon boss. Donc, tout ce que moi j'avais, je me dis, on va l'offrir aux gens. Donc, on va sortir ça grâce à la technologie. Et donc, s'ouvrir un nouveau marché et pour vraiment aider les gens à se trouver un bon boss d'avoir des bons réflexes quand tu cherches un emploi. Là. Fait que c'est ça. Puis sinon, on s'en va davantage dans l'entrepreneuriat également. Donc, on s'intéresse pas juste parce que c'est une opportunité, mais le reprenariat, c'est un beau moment pour transférer une culture d'entreprise, pour enseigner aussi, moi, ce que j'appelle un leg de gestion, une belle passation. Là, fait qu'on s'en va vraiment là-dedans, puis tout en la formation de gestionnaire. Et, fait qu'on est là-dedans. Là. Comment amplifier tout ce qu'on sait? Parce qu'on depuis 8 ans, on a fait beaucoup de R&D. Là, on est rendu vraiment plus à commercialiser davantage, puis arrêter d'être un secret bien gardé. Parce que là, en ce moment, on est comme un secret bien gardé, puis c'est les organisations qui se passent le mot. Mais on voulait être vraiment plus prêt pour comme déployer encore autrement, là, avec notre nouvelle identité. Fait que c'est ce qu'on va faire. Là. Donc, moi, c'est ce que je répondrais. Donc, nouveau service, nouvelle ligne d'affaires et être davantage axé sur le reprenariat. Et lancement de livres. Là, donc, ça va être dans cette optique-là. Là. Fait que, très, très bien. Super. J'ai une surprise pour vous autres. Oui. On a toujours au podcast la question sur l'oreiller. Puis, basé un peu sur ce que vous nous avez parlé, la question que j'avais le goût de vous poser, je savais que Jenny aimait lire, t'aimais aussi le côté techno. Comment ça se passe sur l'oreiller le soir? Est-ce qu'il y en a un des deux qui étire tout le temps, qui n'est pas capable de fermer son cellulaire ou de sa tablette ou sa liseuse, exemple? Et c'est quoi les discussions que vous avez technologiques sur l'oreiller? Est-ce que c'est un problème même à aller au lit puis de dire on ferme tout, ou vous avez une règle que vous dites il n'y a pas de technologie dans la chambre à coucher puis on n'a pas de... quand on va là, c'est pour dormir? Ou vous parlez de travail, mais point de vue technologie, est-ce que vous êtes capable d'arrêter de lire puis d'arrêter de... Non. Ça devient cyclique, hein, je pense. Oui, c'est ça. Tu sais, pour faire. En fait, je vais répondre à tes questions en 2 temps. Puis, tu sais, ajoute des choses dessus. Là. Au début, quand on a commencé à travailler ensemble, parce que quand tu es un entrepreneur, puis surtout les moments, les périodes où est-ce que ça va bien, là, t'as le cerveau en ébullition, puis là, tu as plein d'idées, puis là, tu as envie d'en parler. Je dis, le cerveau me fait du popcorn. J'aime ça quand il fait du popcorn. Là, c'est comme... Ça goûte bon. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que là, tu te ramasses dans une situation où est-ce que tu es heureux. Tu as envie d'en parler d'un projet que tu aimes avec ton ou ta partenaire de vie, parce que peut-être que les autres personnes dans ton entourage, particulièrement soi, c'est pas le moment de leur en parler, puis peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus. Fait que là, tu vis un trip d'affaires avec la personne qui partage ta vie. Fait que là, c'est sûr que tu as envie d'en parler, et puis d'autant plus pour moi, au début, c'était nouveau, là, je me découvrais entrepreneur, fait que là, il y avait plein d'affaires, j'avais tout un apprentissage à faire, fait que c'est sûr qu'au début, on s'en parlait beaucoup, et aussi des moments plus difficiles. Fait que tu te couches le soir, puis là, tu as un paquet d'enjeux que tu parles, puis là, maintenant, ça vient. Tu sais, il y a eu une constatation de ce qu'on a fait, tu sais, il faut mettre une ligne, là. Tu sais, on est partenaire d'affaires dans le jour, mais le soir, on n'est pas partenaire d'affaires. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps dit, puis que je dis aux gens qui sont en couple, en affaires ensemble, oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble parce que vous avez une business. Vous êtes d'abord et avant tout ensemble parce que vous vous aimez. Ouais. Puis ça ne devrait jamais changer. Il ne devrait jamais avoir la business qui s'incorpore dans la zone d'amour, la zone du couple, d'avoir un bouclier autour de ça. Fait que le soir, si c'était pour te chicaner, c'est de la business, c'est peut-être pas la bonne manière, c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est venu tout seul qu'on a arrêté de se parler de business le soir, surtout avec notre enfant là, maintenant. Fait que tu sais, on est très dans la famille. À moins qu'il y ait de quoi de vraiment particulier, là, on va se l'aborder, mais ça dure pas. Puis après ça, on n'y pense plus. C'est plus difficile de décrocher. Fait que là, ce qu'on fait, Jenny lit beaucoup des livres physiques. On n'est pas tablette. Moi, je suis un lecteur numérique. Okay. Fait que moi, je vais scroller, soit je perds mon temps sur Facebook ou LinkedIn, mais j'essaie. Moi, si j'apprends pas, c'est un défaut que j'ai. Là. Si j'apprends pas, j'ai l'impression de perdre mon temps.
OK. Fait que si je suis capable de prendre de pause le jour. Là. Si je suis capable, si je suis sur mon cellulaire, je suis en train de m'informer, puis des fois, là, c'est sur des trucs là, pas rapport. Là. Un truc archéologique, là, mais j'aime juste ça apprendre. C'est dans ma nature. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, cellulaire, tu sais, on va laisser de côté, tu sais. Fait que là, on essaie de se retrouver ou de discuter ou juste des fois être ensemble. Là. Moi, j'essaie aussi de prendre l'habitude de lire des livres physiques. Puis là, avec le retour aux études, forcément, mais ça t'oblige à te remettre là-dedans. Fait que là, j'ai une couple de livres que j'ai loués à la bibliothèque là, dernièrement, puis qu'on essaye de faire ça. Fait que c'est nouille, la réponse. Moi, c'est nouille. Ça dépend de la période. Là. Quand il y avait des problèmes, là, on en parlait plus, mais là, ça va super bien. Fait qu'on est comme, c'est quasiment un peu plus routinier, mais effectivement, lui, il est plus techno. Là. Puis moi, j'aime moins le téléphone. Là. Fait que des fois, j'étais comme, pour moi, il va tout le temps trop avoir son téléphone dans les mains. Là, parce que non, c'est ça. J'essaie de moins l'avoir aussi. Puis c'est pas bon aussi pour le cerveau. Là. Fait que moi, ayant plein de commotions, non. Mais ça lui fait du bien. C'est son moyen de ventiler. Fait que là, moi, je lis des livres. Fait que il y a ça. Mais sinon aussi, on passe du temps avec notre fille, comme on a dit. Ben oui, les fins de semaine, c'est sacré. Là. Les fins de semaine, on ne travaille pas. Là. Ça a été exceptionnel en début d'année parce qu'on avait une grosse période, là, surtout pour Jenny, où est-ce qu'elle devait livrer un paquet d'affaires. Donc, elle a dû travailler la fin de semaine. Mais sinon, la fin de semaine, là, on travaille pas, on parle pas de job, on est en famille, on s'en va quelque part, on s'amuse. À moins qu'on a un nouveau, comme là, on a un nouveau défi devant nous, là, donc on est tout le temps, on va en parler parce que c'est le fun. Puis là, j'ai pensé à ça, mais sinon, je pense que c'est des cycles. Là, une nouvelle idée, là, c'est comme l'engouement, puis après ça devient une petite pause jusqu'à ce que tu aies une nouvelle idée. Ouais. Il y a une affaire aussi, puis je sais pas là, si psychologiquement, là, peut-être qu'il y a des gens qui vont me contredire là-dessus, là, mais je me dis, si elle, individu numéro 1 puis individu numéro 2, ça leur fait du bien de parler de ça, ça les énergise. Pourquoi pas? Je suis entièrement d'accord avec toi. Si ça vous fait pas de mal, puis si c'est pas un fardeau pour vous, si c'est pas, puis je dis pas de le faire tout le temps. Non, mais des fois, de se limiter, il faudrait pas que j'y en parle, mais il faut avoir, je pense, la discipline puis la sagesse d'aborder les bonnes choses au bon moment. Mais si vous êtes en char le samedi, puis il y a telle affaire, c'est vraiment cool, hein? Puis là, vous en parlez, puis c'est juste le fun. Moi, ça me permet de valider quelque chose rapidement, parce que des fois... il y a des grains de popcorn qui sont bien explosés, puis c'est correct. Puis il y en a qui ont encore le grain après, là. Tu sais, je veux dire, ils sont pas pires, mais pas toutes. Ils sont pas peaufinés. Ils sont pas peaufinés. Fait que d'en parler là, ça me permet de savoir si je laisse encore au chaud un peu pour qu'ils puissent popper comme il faut. Mais il faut que je le sache là. Tu sais, des fois, il y a des choses qui me passent par la tête ou Luce, la même chose. Elle m'est arrivée avec une idée hier. Elle voulait vraiment qu'on puisse en parler, qu'elle puisse continuer dans cette idée-là, mais elle voulait le peaufiner comme il faut. Puis, c'était tard hier soir. Là. Fait que, c'était important pour elle d'en parler là. Puis moi aussi, là, c'est ça la vie d'un entrepreneur, d'un couple entrepreneur. On ne fait pas du 8 à 5, on n'est pas, des fois, on travaille le samedi, des fois, c'est le tard le soir. Moi, ça m'est arrivé, là. Le soir, des fois, c'est ma petite bulle, j'aime ça. Fait qu'il y a comme, mettons, 8h30 puis 10h30, des fois, ça est arrivé quelques fois, je faisais mes affaires, puis je me suis rendu compte que j'étais plus productif là que dans le jour. Dans le jour, de plein de dérangements, plein d'affaires. Fait que si vous ajustez votre vie à la manière que ça vous convient, puis tant que vous êtes heureux là-dedans, je me dis, c'est ça, c'est tout, tu sais. En plein ça. Comment est-ce qu'on peut suivre Bon Boss? Est-ce que vous avez des endroits qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent quel endroit que je peux retrouver Bon Boss? Est-ce qu'il y a une conférence qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose, une annonce à faire? Ou je vous laisse la parole pour que les gens puissent aller bien vous retrouver. On sait que c'est le bouche-oreille qui compte, mais là, je pense que vous avez un beau moment pour ça. En fait, on a le site web, donc bonboss.ca. Ensuite de ça, sur LinkedIn, on n'a pas de Facebook ni d'Instagram. C'est pas vrai. Instagram, il est là, mais il est désactivé pour l'instant. C'est un choix d'affaires qu'on a fait. Donc, on est principalement sur LinkedIn. Donc, avec le compte LinkedIn de Bon Boss. Sinon, il y a le compte LinkedIn de Jenny Ouellette ou mon compte à moi, David Girard. Mais moi, il est plus tranquille, là, un petit peu. Sinon, les conférences. En fait, Jenny aussi, beaucoup d'articles dans les affaires. Donc, elle a une rubrique de ses chroniques dans les affaires à titre d'experte invité. Donc, on peut lire beaucoup sur Jenny là-dessus ou de taper son nom dans Google, quelque chose comme ça. Il y a plein d'articles ou plein de ressources qui sortent. Elle donne aussi beaucoup de formations. Il y en a une bientôt avec les CRHA.
Oui, avec les CRHA, mais sinon, celle qui s'en vient la semaine prochaine, en fait, il va en avoir une là, avec le groupe Corpus là, à Laval, donc à ce niveau-là, là, par rapport aux compétences du futur. Alors, quand même. On va suivre ça avec très grand intérêt. Très intéressant. J'aimerais ça vous recevoir dans peut-être la saison 2 ou 3, on verra, là, mais avec j'aimerais plaisir. ça faire une évolution. J'ai adoré la discussion qu'on vient d'avoir. Puis j'ai adoré les points par rapport à tout ce qui est la validation. Quand tu as parlé de statistiques tantôt, moi, c'est venu mais de voir aussi la façon que vous avez pu vous se compléter, puis de dire qu'à deux, on est encore plus performant. Tu sais, il y a la phrase qu'on dit seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Plus loin. Donc, j'ai adoré ce point-là. Donc, merci. Un gros merci à vous. Merci à Très vous. intéressant. C'était David. super cool. Merci, Jenny. Bye-bye. Bye.